Hello MedTech Love, un plaisir de vous retrouver pour un autre moment de partage de l'information technologique. Au menu, la minute de l'expert sur une thématique que vous allez aimer, j'en suis sûre. Notre innovation du jour nous amène dans une université de la place où de jeunes étudiants innovent dans le domaine de la technologie. Et bien sûr, nous finirons par l'astuce du jour. Top chrono, c'est parti, c'est l'actu du net. Première information sur la toile, nous sommes au Bénin avec cette initiative dénommée École 229. Alors, c'est une école de deuxième chance au profit des publics traditionnellement éloignés de la formation et de l'emploi. Mais au-delà, l'école 229 est une école visant à faire du numérique un levier d'inclusion capable de révéler des talents et d'assurer leur autonomie à travers leur insertion professionnelle. Basée sur une pratique pédagogique active où l'apprenant est l'acteur principal de son apprentissage. Elle propose des formations intensives, écoute pour apprendre à coder. L'école du numérique se propose d'accorder une deuxième chance aux jeunes décrocheurs, aux promoteurs de projets numériques ou aux personnes en reconversion professionnelle. Ceux-ci bénéficient d'une formation intensive de 6 mois en programmation web et mobile, suivi de 3 mois de stage en entreprise. Ils s'en sortiront avec un certificat et l'assurance d'une insertion professionnelle. L'école de la deuxième chance veut ainsi s'appuyer sur les besoins du tissu économique local en matière de compétences et de niveau de formation pour construire un écosystème de jeunes talents. Les frais de formation sont couverts à 70% par les entreprises et les partenaires et les 30% restants par l'apprenant. Et derrière cette initiative, un jeune béninois du nom de Médard Agbayazon, promoteur du laboratoire Blolab. Depuis 2015, au Bénin, le Blolab, premier laboratoire de fabrication numérique ouvert au public, contribue à solutionner des problèmes concrets de la communauté grâce au numérique. On prend le vol à présent pour la France pour découvrir cette université dédiée à la cybersécurité en France. La vitrine française de la cybersécurité se dévoile, le campus cyber érigé comme le totem de la cybersécurité en France par le gouvernement français est inauguré en février dernier. Ce sont ainsi 26 000 mètres carrés qui vont être mis à disposition des acteurs du secteur. Le site vise à accueillir des entreprises privées, mais aussi des services de l'État comme l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI, des organismes de formation, des acteurs de la recherche et des associations, de manière ainsi à multiplier les synergies entre les différentes entités de l'écosystème. Avec ce vaisseau de la cybersécurité française, l'exécutif veut encourager les collaborations entre acteurs privés et institutions publiques. Devenu un sujet majeur de souveraineté face à la multiplication des attaques en ligne, la cybersécurité est désormais une priorité pour le ministère des Armées qui prévoit de recruter près de 1900 cybercombattants d'ici à 2025 pour en disposer de 5000 à cet horizon. Info 3, troisième et dernière information du net pour le compte de cette semaine. On parle de virus Android. Avec le développement d'Internet et de cloud, les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et perfectionnées. Qui est derrière ces attaques et dans quel but? Quelles sont les méthodes des hackers et quelles sont les cyberattaques les plus massives? Un nouveau cheval de Troie bancaire sur Android a été détecté dans les milieux des cybercriminels. Baptisé
Escobar. Il s'agit d'une variante d'Aberrebot, j'y arrive. Découvert l'été dernier, celui-ci a été mis à jour avec de nouvelles fonctions dont la capacité de contourner l'authentification à 2 facteurs de Google Authenticator. Le malware a été détecté par Malwarehunters Enam le 3 mars dernier dans une application se faisant passer pour l'antivirus. Elle a été analysée par les spécialistes du site cible. Cette nouvelle version est capable de voler les codes à usage unique dans Google Authenticator et l'auteur peut prendre le contrôle à distance de l'appareil grâce à un module VNC. Le malware vole également les données comme les contacts, les SMS, l'historique d'appels, la localisation, l'enregistrement des appels et a même la possibilité de prendre des photos, envoyer des SMS ou de passer des appels, le tout commandé par un serveur de contrôle. La distribution du cheval de Troie prendra donc différentes formes selon les équipes qui le loueront. Comme d'habitude, la meilleure parade pour éviter l'infection est d'installer uniquement les applications en provenance du Play Store de Google. Donc, vigilance. Alors, depuis la semaine passée, on vous parle des différents métiers du numérique. Après le métier de programmeur, je vous parle aujourd'hui du data scientist. C'est celui-là qui est responsabilisé pour la gestion et l'analyse de données massives, Big Data, dans une entreprise. Je vous propose de suivre l'expert. Le data scientist, c'est celui qui a plus de compétences plutôt orientées programmation, dont le métier demande plus d'avoir de notions et des compétences clés, notamment en programmation, surtout le langage Python. En 2 phrases, le data scientist, c'est celui qui voit dans le futur. Il est capable de faire des prédictions pour dire, dans 3 mois, en fonction de la situation que nous avons aujourd'hui, dans 3 mois, on peut avoir ça, si rien ne change. Ça, par exemple, c'est un projet qu'on a fait récemment au Bénin, quand j'étais là en décembre, et qui permettra aux décideurs de ces structures de prendre facilement des décisions. Là, on n'a pas fait de prévision. Le data scientist peut venir maintenant dire, OK, en fonction de l'évolution de maltraitance des enfants, écoute, on va voir ce qui va se passer en 2024. Ça, il n'y a que le data scientist qui peut le faire. Le data scientist doit avoir des compétences en mathématiques, des compétences en statistique pour faire des prédictions. Eux, ce qui les différencie, c'est la prédiction. D'habitude, on fait des formations communes en informatique et à partir des 2 dernières années, on se spécifie. C'est souvent des diplômes d'ingénieur, donc on fait 2 années préparatoires. La première année, c'est l'année commune, et puis les 2 dernières années, en fonction du profil que l'étudiant souhaite, on l'oriente. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, tout ce qui se développe dans ce domaine, on génère beaucoup de données. Et ces données ont besoin d'être utilisées, seront utilisées et pour être utilisées, pour faire parler ces données, pour faciliter la prise de décision, on aura besoin de ce profil. Et voilà, merci à Rodrigue Babagbeto pour cette interview de l'expert. Pour devenir un data scientist, il faut surtout déjà penser à vous inscrire dans une école qui forme dans les métiers du numérique. Heureusement, le gouvernement envisage déjà d'ailleurs d'en mettre en place. Le projet est déjà très avancé. Dans quelques mois, vous aurez la possibilité de vous inscrire dans cette école. On parle maintenant d'innovation. Je vous amène à la découverte d'une jeune béninoise. Elle a créé un badge de distanciation physique pour limiter la propagation du Covid-19. Regardez. En tant qu'ingénieur en informatique, j'ai décidé de réaliser un badge de distanciation sociale qui va permettre à toute personne de s'adapter à cette nouvelle loi que nous appelons la distance sociale entre 2 personnes. Je la porte là. Dès que je me retrouve en face de quelqu'un
et que la distance qu'il y a entre cette personne et moi n'est pas 1 mètre, le badge me le signale en donnant un son et en donnant une lumière. Ainsi, je pourrais me reculer pour la personne qui est en face de moi s'éloigne de moi. Donc c'est pour nous permettre de respecter la distance d'1 mètre aisément. Là, vous remarquez que le badge est en train de sonner et il y a également une lumière qui s'est affichée. Juste pour faire comprendre à celle qui la porte que la distance d'1 mètre n'est pas respectée entre elle et celle qui se trouve en face d'elle. Donc, madame a reculé. Et ça arrête de sonner, c'est-à-dire que la distance d'1 mètre est respectée pour éviter le coronavirus. De la même façon, si je m'approche, ça va faire la même chose. Je sens vous permettre de respecter la distance d'1 mètre. Instant utile. Parfois, entre 2 réunions ou lors de nos courses, nous avons besoin de recharger notre smartphone. Pas trop de temps à lui consacrer pour la charge. Donc, que faire aujourd'hui? Donc, je vous donne à travers cette vidéo quelques astuces pour recharger très rapidement la batterie de votre téléphone. On y va. Plus la batterie est chaude, plus le processus de charge est lent. Utilise toujours une prise de courant murale. Le port USB de ton ordinateur ou de ta voiture ne fera pas de mal à ton gadget car il a un ampérage plus faible. Mais il fera le travail environ 2 fois moins vite. Il n'est pas sûr de brancher ton téléphone sur une prise murale haute et de le laisser pendre au mur. Le moyen le plus simple de contourner ce problème est de le brancher et de faire une boucle avec le cordon. Laisse ton téléphone posé à l'intérieur de la boucle. Veille à ce qu'il soit bien posé à l'intérieur de la boucle pour qu'il ne tombe pas. Tu peux aussi fabriquer un support pour téléphone à partir d'une bouteille en plastique aplati. Trace une ligne horizontale autour d'un côté, à l'endroit où tu veux que soit l'avant du support. Trace une ligne horizontale plus haute, légèrement courbée, de l'autre côté. Découpe la forme de la bouteille avec des ciseaux, y compris un trou sur le côté supérieur pour passer le chargeur. Utilise du papier sablé pour lisser la surface. Tu peux l'envelopper dans du tissu, du ruban adhésif ou du papier cadeau. Si tu dois recharger via ton PC, tu peux accélérer les choses. Active l'option de charge uniquement. Ton gadget te demandera normalement si tu veux faire ce choix lorsque tu le branches sur le port USB. Charger sans transférer de données est beaucoup plus rapide. Le plan B consiste à utiliser une banque d'énergie portable. Dans la plupart des cas, elle sera en fait plus rapide à charger ton téléphone qu'une prise murale. Garde ton téléphone complètement chargé pour être prêt à tout. Attention de bien disposer d'un câble fiable pour la banque d'énergie. En parlant de câble, celui que tu utilises peut vraiment changer la donne. Il y a 4 fils dans un câble de téléphone, 2 pour le transfert de données et 2 pour la charge. Il détermine la limite de ta vitesse de chargement. Si tu veux charger plus vite, passe d'un câble standard à un câble de haute qualité. Utilise le bon chargeur. Pour cela, tu dois savoir quelle puissance ton téléphone peut supporter. Un chargeur de 15 watts est plus puissant qu'un de 5 watts, ce qui est le cas de la plupart des téléphones. Moins tu touches l'écran, plus vite tu arriveras à un pourcentage de batterie décent. Mais si tu ne peux pas résister à la tentation, il suffit de l'éteindre. C'est le moyen le plus simple d'empêcher de faire défiler inlassablement les réseaux sociaux, de naviguer sur Internet, de checker tes mails et de vérifier le pourcentage de charge de ton téléphone. Active le mode avion. Cela peut doubler la vitesse de charge pour certains modèles de téléphone. C'est parce que cela coupe les réseaux cellulaires, le GPS et le Bluetooth entre autres. Et c'est fini pour le compte de cette semaine. Merci à toute l'équipe technique à la réalisation. Merci à vous pour l'attention. À bientôt.